Bonsoir. Ah, vous croyez entendre des dames? Ben non, c'est moi. Je vous préviens, elles sont intenables, elles sont chaud bouillant. Mais puisque j'ai eu l'honneur de préfacer le livre d'Ève Bertel, il me tient à cœur de vous dire quelques mots pour commencer. Et en vous faisant une confidence que je vous prie de ne pas répéter à Odile Myriam et à Ève. Qu'un jour, Odile, dont j'ai une entière confiance dans le jugement, m'a contacté en disant « Ah, j'ai une amie psychanalyste qui a écrit un livre sur la dimension spirituelle de la crise, est-ce que tu serais d'accord de le lire, etc. » Et évidemment, comme le sujet m'intéresse, j'ai dit oui. Et puis comme ça fait 3 ans que je suis le pied au plancher et que j'ai les mails à répondre qui s'accumulent et tous les trucs, j'ai vu arriver ce joli manuscrit, je l'ai feuilleté, je me suis dit « Ah oui, ça a vraiment l'air bien », puis je l'ai mis dans un coin. Et les semaines ont passé, et à ce moment-là, vous avez un certain sentiment de culpabilité qui commence à monter. Et en toute franchise, en dehors de la surcharge, j'avais presque une petite réticence parce que, en dépit du fait que la spiritualité et son lien avec la santé a été mon principal domaine de recherche pendant ma carrière d'anthropologue de la santé, j'ai toujours un petit bémol qui tient probablement au fait que c'est dans les milieux spirituels que j'ai vu les choses les moins spirituelles et que quelques-unes des personnes les plus spirituelles que j'ai rencontrées ne parlaient jamais de spiritualité. Donc, c'était pas forcément conscient, mais j'avais quand même comme ça une petite rétraction. Et puis, les mois passant, il y a quand même un sentiment de culpabilité qui émerge. À un moment donné, je me dis, ça devient franchement impoli. Alors, hop, j'ai pris le temps, j'ai dégagé dans mon planning le temps nécessaire à lire le livre. Et ça a été un régal. Ça a été une oasis. Parce que c'est un livre qui répond, à mon sens, d'une manière, mais juste lumineuse, à cette question qu'on se pose souvent ici. C'est comment est-ce qu'on peut requinquer notre morale pour ne pas être écrasé par la lourdeur de ce qui nous arrive. Alors, un des sous-titres du livre, c'est les vertus et les bienfaits du chaos. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié jusqu'à maintenant, parce que il semble qu'il y a encore pire qui nous attendent, donc autant nous réjouir à l'avance de tous les bienfaits et vertus qu'on va vivre. Mais blague à part, vous connaissez ma conviction que la première condition pour pas se laisser écrabouiller par ce que nous vivons, c'est d'accepter de souffrir de ce qui est douloureux. Ça, c'est la base. Et je pense qu'effectivement, tant la psychanalyse que la vraie spiritualité, pas la spiritualité de supermarché ou le matérialisme spirituel, nous met de manière implacable devant la réalité de notre misère. Parce que nous sommes des miséreux en tant qu'êtres humains. Et quand nous voulons bien paraître, avoir l'air important, montrer à quel point nous sommes appréciés, prétendre que nous avons des vies qui sont enviables, en fait, on ne fait que faire écran à cette réalité de nous laisser rattraper par la réalité de cette misère qui est au cœur de la condition humaine et qui, si on l'accepte, nous permet de vivre des processus de transformation en profondeur. Alors, j'invente rien, c'est les 2 vérités du Bouddha, la vie est souffrance, mais il y a un chemin hors de la souffrance. Mais ce que les psychothérapies cognitivo-comportementales, alors c'est pas de la psychanalyse, mais sont en train de redécouvrir aujourd'hui, et ça va tout à fait dans le sens de la psychanalyse, c'est que la meilleure manière de se débarrasser d'un problème, quel qu'il soit, c'est de commencer par l'accepter. Donc au début, les TCC, c'était on a un problème, on fait une stratégie, on utilise des outils pour avoir un résultat. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et ça, c'est le genre d'état d'esprit qui ne marche jamais. Parce que vous luttez contre quelque chose qui vous échappe en permanence. Et donc aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Acceptance Commitment Therapy, point de départ, c'est d'accepter inconditionnellement la misère qu'on vit. Et quand ce processus est fait, la plupart du temps, il disparaît. En tout cas, il s'allège grandement. Et donc, c'est un livre que j'ai adoré parce qu'il ne met rien sous le tapis. Il parle de toute la réalité, de la brutalité et de la douleur de ce qui nous est infligé, mais toujours avec cet appel d'air vers le haut, qui est qu'en reconnaissant ce qui est, il y a quelque chose en nous de plus grand que nous-mêmes qui nous permet de cheminer envers et contre tout à bon port. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long que ça, mais ça me tenait à cœur de partager avec vous vraiment le ravissement que j'ai eu à lire ce livre quand enfin je m'y suis mis. Donc j'espère que vous serez nombreux à vivre également une expérience de cet ordre, même si chacun forcément vit les choses à sa manière. Merci. Merci Jean-Dominique.
de cette introduction précieuse. Je suis vraiment très très heureuse ce soir d'être avec Ève, mon amie Ève. On est vraiment, ça se voit d'ailleurs, on est des jumelles, en taille, surtout en taille. Et donc d'être avec Ève et pour pouvoir vous présenter ce que nous appelons toutes les deux la suite du choc. Ça ne vous aura pas échappé qu'en 2020, on s'est tous pris le ciel sur la tête. Le sol s'est ouvert sous nos pieds et que des actions absolument épouvantables ont été faites à notre endroit et à l'endroit de l'humanité, vraiment de façon terrible. Ces actions ont été décrites, répertoriées, analysées, etc. Jean-Dominique y participe toujours parce que l'information continue à être fondamentale. Toutes ces informations sont nécessaires. Il y a encore énormément, si on se réfère à Mathias Desmet, il y a encore 40, plus peut-être 25% de gens qui ne sont pas encore réveillés. Alors éveillés, n'en parlons pas, mais en tout cas pas réveillés. Donc c'est très important de continuer à donner cette information. Mais avec Ève, ce soir, on a choisi de vous présenter effectivement quelque chose, une réflexion, on va dire, un certain regard qui nous permettent effectivement de regarder plus en avant qu'est-ce qui se joue réellement en ce moment, comment ce qui se joue a pu advenir, et puis de façon plus personnelle, comment nous sommes interpellés véritablement sur un plan extrêmement intime et personnel pour pouvoir comprendre comment nous sommes interagissants avec ce qui se passe. Tout ça, bien sûr, pour résister mieux, certains déferlements dont on a parlé, et puis pour agir, parce que je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas d'être derrière nos écrans à écouter des gens intelligents, des gens qui savent analyser, vous voyez de qui je parle là maintenant à l'instant, et il s'agit aussi que nous soyons agissants. Agissant pour nous, Ève va vous en parler, agissant pour l'ensemble de notre humanité. Et ça n'est pas de la prétention, c'est vraiment absolument fondamental. J'ai compris immédiatement que le livre d'Ève allait être une pierre de reconstruction fondamentale par rapport à toute la destruction qui est faite avec tant de systématisme contre nous, contre toute l'humanité, contre tout le vivant, avec une volonté terrifiante de vouloir tout chosifier. Donc, j'écoute Ève, et tout d'un coup, il y a un vrai phare, comme ça, qui s'allume dans la tempête, et je me dis, waouh, ça c'est génial. Je vous ai dit, je suis urgentiste, donc je sais évaluer. Et je sais à l'époque évaluer que ce qui se passe est d'une gravité sans nom. C'est grave, c'est très grave, c'est très très grave. C'est pas de la rhétorique ça, C'est vraiment quelque chose à laquelle il s'agit que nous pensions, tout en donnant la gymnastique que Jean-Dominique nous proposait tout à l'heure, rester dans le réel et ne pas s'en détacher, mais en même temps garder notre tête dans les étoiles parce que c'est de là dont les anges nous parlent pour nous souffler justement des solutions. Donc, je vais passer la parole à Ève et te demander, Ève, si tu veux bien te présenter en premier, nous en dire un petit peu plus, et puis nous dire aussi qu'est-ce qui t'a motivé, toi, dans cette période-là, pour t'asseoir à ta table d'écriture et écrire cette analyse absolument incroyable que tu as produite. Vas-y. Voilà, bien, je me sens profondément philosophe de cœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai chevillé au corps depuis que je suis tout petite cette espèce de passion, d'amour pour la sagesse, la connaissance. Je savais, dès que je suis petite, au-delà de mon ignorance, qu'il y avait quelque chose de sacré qui était précieux au fond de notre corps et de notre cœur, et qu'il y avait un chemin qui y menait. Et j'étais dans cette quête-là, de ce chemin intérieur. Et puis, il y a eu les aléas de la vie qui ont fait que devenir psychanalyste s'est imposé à moi comme une évidence. On sait bien que les psychanalystes choisissent ce travail d'abord pour se soigner eux-mêmes. Et j'ai bien fait de faire ce job. Et la psychanalyse intégrative, en fait, c'est une approche contemporaine qui est complètement en phase et en prise avec les problématiques et les souffrances du monde contemporain. Elle est vraiment, elle marche avec le monde d'aujourd'hui.
comme la psychanalyse freudienne était en phase avec la société de l'époque. Et donc c'est une approche qui renouvelle complètement l'art thérapeutique en tentant de relier, d'articuler ensemble des pratiques et des corpus théoriques différents. Donc c'est pas forcément une pratique confortable parce que ça demande parfois de tenir ensemble des choses paradoxales et antinomiques. Mais moi ça me plaît. Ça me plaît d'être dans cet inconfort-là parce que ça m'oblige déjà à dépasser mes propres cadres mentaux et ça m'oblige à aller chercher quelque chose dans ma profondeur à moi. Moi, c'est ça qui me passionne. Et puis, l'écriture, parce que, voilà, depuis que je sais tenir un crayon, j'écris. Je pense que ça m'a sauvé la vie avec la psychanalyse. Et donc, j'ai commencé à écrire sur le tard, après avoir accompli les choses qu'une femme, un homme a à accomplir dans sa vie. Donc il fallait de la disponibilité. Donc il y a un premier livre qui est né qui a été édité en 2019, qui s'appelle Le bonheur d'aller vers soi, et qui en fait transcrit un petit peu ce que c'est qu'un chemin de guérison psychique et un chemin d'éveil spirituel. Je dis ça en toute modestie, mais bon voilà, je pense qu'on est nombreux à être en chemin. Et puis ensuite il y a eu ce deuxième livre. Alors, ce deuxième livre, la version actuelle, ça doit être la 4e ou 5e mouture, parce que la première, heureusement, qui n'a pas été éditée, était juste un cri, quoi. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai vécu cette période dans un effarement total. Un effarement, une sidération et un mal-être croissant. Et j'étais très stupéfaite de voir que ma formation de psychanalyste et tout le travail que j'avais fait avant, en fait, ne m'était d'aucune utilité à ce moment-là. J'étais désarçonnée de constater qu'en fait, ça ne m'aidait pas, ni à vivre ce qui se passait, ni à le comprendre. Donc, ce qui m'a beaucoup troublée pendant cette période, c'est que je sentais le sol stable de la vérité et de la réalité trembler. C'est-à-dire, je ne pouvais plus faire la différence entre le vrai et le faux. Et quand on ne sait plus faire la différence entre le vrai et le faux et que le sol tremble sous nos pieds, ça veut dire qu'on est en train de devenir fou. Ça veut dire que le monde dans lequel on vit est en train de devenir fou. Et cette folie-là m'a saisie de manière poignante, douloureuse. Et j'ai cherché à apprivoiser cette folie ambiante. Voilà, j'ai essayé de l'apprivoiser. C'est-à-dire, j'ai essayé par petites touches de penser l'impensable. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, par petites touches, d'essayer de penser l'impensable. C'est comme mâcher des cailloux, quoi. C'est difficile, c'est douloureux, jusqu'à ce que petit à petit, du sens émerge. Et donc c'est pour ça que ce livre est la 4e ou 5e mouture, parce qu'au départ, j'avais des cailloux plein la bouche. Et je suis vraiment heureuse que les premières versions n'aient pas été éditées. Je l'aurais regretté. J'avais besoin de faire moi-même tout ce travail de conscientisation et de digestion psychique. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le grand trauma collectif qu'on a vécu n'était absolument pas métabolisé. La société n'en avait pas conscience. C'était pas métabolisé. Est-ce que c'est métabolisable de métaboliser l'horreur ? 3 petits points. Je reste avec des interrogations. Mais néanmoins, on n'a pas le choix. Si on veut grandir en humanité, on est destiné peu à peu à rencontrer nos propres zones d'immaturité, et encore là ça va, mais aussi nos zones d'inhumanité à l'intérieur de nous. Donc je me suis sentie dans une nécessité absolue de tenter à mon échelle, à ma petite échelle, de faire ce travail-là. Parce qu'on ne peut pas tourner la page aussi vite qu'on le voudrait. Enfin, je sais bien, autour de moi, il y a plein de personnes qui me disent « Ah, mais c'est fini, allez, arrête, c'est le passé, on va pas ressasser. » Non, pas ressasser. Conscientiser, métaboliser, digérer psychiquement. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, chacun et ensemble, on va s'encrasser, on va s'empoisonner.
Ça va s'enquister dans nos corps et dans nos cœurs. On va se raidir. Donc, on a ce travail-là. C'est un job d'humain qu'on a tous entre les mains à faire, chacun à son rythme et modestement, mais comment chacun œuvre à ça. Donc, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai tenté donc d'accéder à la dimension symbolique de cette crise. Je sentais qu'il ne fallait pas qu'on en reste aux explications logiques, rationnelles, qui étaient nécessaires dans un premier temps, mais il ne fallait pas qu'on reste à ce niveau d'explication. Je sentais qu'on avait besoin de descendre dans la profondeur, de se laisser couler dans la profondeur pour accéder à la dimension symbolique de cette crise. Un peu comme une métaphore. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Qu'est-ce qu'elle vient me dire à titre personnel ? Sur quels endroits de moi elle appuie ? Qu'est-ce qu'elle réclame ? Une crise, ça réclame un dû, ça réclame quelque chose. Elle est venue un petit peu comme une chimère, comme un animal monstrueux nous demander quelque chose. Et comment nous allons nourrir cette bête-là ? Qu'allons-nous lui donner ? Comment allons-nous accompagner la transformation de cette bête-là ? Voilà, j'étais acheminée avec tout ça, avec mes différents paquets, et jusqu'à ce que petit à petit, des petits miracles s'opèrent à l'intérieur de moi, qui ont fait que, bout à bout, les choses se sont clarifiées et que je me suis sentie en profonde tranquillité avec ce qui est. Bon, des fois ça tangue, c'est pas là. Mais voilà, pas à pas, une sorte de tranquillité intérieure et de grande confiance s'est mis à circuler dans mes veines, qui fait que je pense que je me suis dégagée de la haine et de la colère que ça avait mis en moi au départ. J'avais des envies de meurtre au départ. C'est intéressant, c'est intéressant d'être confronté à cette énergie tueuse à l'intérieur de nous. Mais bon, voilà, c'était essentiel pour moi de trouver une sortie par le haut. Donc, j'ai cheminé avec tout ça. Et ce livre est né de ce cheminement intérieur. Bon, je suis un peu... Non, c'est bien, Ève. Il y a peut-être une chose, là, tu as en partie répondu à cette question que j'allais te poser, c'est-à-dire, on pourrait penser que cette crise Covid est derrière nous, et tu n'en es pas d'accord, tu as commencé à le dire. Est-ce que tu peux en dire encore un peu plus là-dessus ? En fait, cette crise est unique en son genre. Voilà. Elle est complètement unique en son genre, pour deux raisons. D'une part, l'ampleur du trauma que j'ai développé et qui, à mon sens, pour l'instant, n'est absolument pas guéri. Nous sommes encore avec cette force invisible qui façonne nos vies et qui façonne la société. Donc là, pour moi, le chantier est entier à faire de ce travail dont j'avais parlé de métabolisation et de digestion psychique. Et la deuxième chose qui caractérise cette crise, c'est la dimension du sans précédent. Nous avons vécu quelque chose que nous n'avions jamais vécu. Du jamais connu, du jamais vécu. C'est le sans précédent. Comment on vit ça, le sans précédent ? On n'est absolument pas équipé cognitivement et psychiquement parlant pour vivre une situation de sans précédent. On est démuni. Et quand on est démuni et qu'en plus on ne peut pas digérer la charge émotionnelle, la charge anxiogène qui débarque comme ça violemment dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on régresse. C'est-à-dire que nous avons tous emprunté la voie d'une régression collective. Peu ou prou, mais enfin globalement, je pense qu'on a tous sombré dans un processus de régression. Avec l'aide de Big Mother ? Oui, sur lequel on pourra revenir, tout à fait. Oui. Donc le processus de régression, il fait quoi ? Il fait qu'on se cuirasse pour se protéger. On met des cuirasses. Donc on a fermé nos yeux, on a fermé nos écoutilles, on s'est isolé. Des cuirasses qui protègent. Tant mieux, c'est bien d'être cuirassé. Mais bon, on sait aussi que c'est des prisons. Des cuirasses et du clivage. Et le clivage, c'est terrible, parce qu'en fait,
c'est une façon de perdre notre contact avec notre boussole intérieure. On a une boussole intérieure. Et elle est fiable, cette boussole. D'habitude, elle nous guide. Là, clivage, plus de boussole. Donc, on a tous perdu le nord, on a tous été extrêmement désorientés. Et ce clivage qui induit une perte de contact avec cette boussole intérieure et une perte de contact avec la réalité, fait que, pas à pas, nous avons tous été entraînés dans un processus de déshumanisation. Nous nous sommes tous, pas à pas, déshumanisés. Et c'est terrible, ça. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est le plus haut degré de l'humanité? C'est l'amour et c'est le service. Dans une société saine, dans une société humaine, quand on est dans l'épreuve, on se tend la main, on s'entraide, on se regarde dans les yeux, on s'étreint, on se rend service. Dans une société humaine, on n'accouche pas tout seul, on vieillit pas tout seul, on meurt pas tout seul. Donc nous avons tous, et je me mets dedans, nous avons tous coulé dans un processus de déshumanisation. Et nous l'avons co-créé, nous sommes co-acteurs de ce processus. En tout cas, moi, je ne me contente pas de dire qu'autour, il y a des méchants qui ont fait que... Non. Pourquoi je n'ai pas réagi autrement? Pourquoi je me suis laissée comme ça descendre, glisser là-dedans? Alors moi, j'ai deux hypothèses pour ça. Pourquoi on s'est tous laissé glisser peu ou prou là-dedans? Alors bien sûr, on a réagi, il y a eu après des prises de conscience, mais il y a eu un premier mouvement comme ça, on s'est laissé glisser là-dedans. Premièrement, moi, ce que j'ai constaté, et vraiment ça a été douloureux pour moi de constater ça, c'est le niveau d'immaturité psychique collectif. Et je me mets dedans là aussi encore quand je dis ça. C'est-à-dire, j'ai été terriblement déçue. Je me dis, oh, on en est là tous, mon Dieu, mais c'est catastrophique. Ça m'a chagrinée, ça m'a mis du chagrin dans le cœur. Mais en fait, oui, le faible niveau de maturité psychique. Une maturité psychique, c'est une capacité à être debout dans la tempête, c'est une capacité à rester en lien avec l'autre. C'est une capacité, voilà, je suis debout sur mes deux jambes et quoi que disent les autres autour, quoi que fassent les autres autour, même s'il y a de l'ingénierie sociale et des techniques hyper sophistiquées, je regarde et je prends de la distance par rapport à ça. Je suis bien plantée là dans mes bottes ou dans mes charentaises, mais non, on m'en compte pas. Donc cette immaturité psychique collective. Et ce qui va aussi de pair un petit peu avec, c'est un déficit d'autocontenance. On a vécu quelque chose, effectivement, de complètement anormal. Et je comprends que ça ait pu pulvériser nos capacités de contenance personnelle. On a, la plupart du temps, été débordés. Mais quand même, il y a eu un déficit d'autocontenance. Ça veut dire quoi? Quand on n'est pas capable de tenir dedans des choses discordantes, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'expulsif et le passage à l'acte. Et là, on ne peut pas ne pas avoir vu combien tous nous avons été dans l'expulsif et dans le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on a fait porter tout à l'autre. On a fait porter le chapeau à l'autre. Si ça n'allait pas, c'était l'autre. Ça veut dire que, bien tranquillement, nous avons, en toute inconscience, bien sûr, et sans malveillance aucune, mais c'est important de voir ces processus inconscients-là, parce que la maturité psychique, c'est justement, on n'est plus sous l'emprise de nos pulsions, on n'est plus sous l'emprise de nos peurs, on n'est plus sous l'emprise de nos petites névroses personnelles. En tout cas, le moins possible. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, expulsif, projectif, passage à l'acte. Et donc, on s'est coltiné une grande violence interpersonnelle. Bon, je pense, moi, là où j'ai, ce qui me réjouit, entre guillemets, dans cette crise que nous traversons, c'est que toute crise a une vocation initiatique. Une crise, ça crée un avant et un après. C'est ça, l'initiation. C'est-à-dire qu'on est avec un passage et un seuil à franchir
qui met en jeu des processus complexes de métamorphose et de transmutation intérieure. On est vraiment comme en alchimie avec la transmutation du plomb personnel en or. Donc cette crise-là, c'est ça qui me réjouit, c'est que je sens qu'elle nous met tous, chacun et tous ensemble, avec des enjeux de croissance psychique, des enjeux de croissance spirituelle. Alors, je pose des questions. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais en tout cas, je prends la mesure de cet enjeu auquel nous sommes collectivement confrontés et auquel individuellement nous sommes aussi confrontés. Et cette dimension initiatique, elle nous met toujours dans la perplexité et la difficulté parce que les sauts quantiques ne se font jamais dans nos zones de confort. Ça se fait toujours à nos limites, c'est-à-dire aux endroits où on est le moins compétent, on a le moins de savoir-faire, on a le moins de discernement. Mais c'est ça l'intérêt, c'est que ça va nous amener à aller au-delà de ce qu'on croit connaître de nous, au-delà de nos modes de fonctionnement habituels. Ça va être dérangeant, sollicitant, difficile, mais j'ai une confiance absolue que nous allons franchir ce seuil ensemble. C'est pour ça que pour moi, cette crise sonne vraiment l'heure du réveil. En sachant qu'on ne se met pas la pression, on est d'accord, chacun à son rythme, chacun avec ses moyens, et toujours en lien avec l'autre. Mais néanmoins, on retrousse ses manches, on met les mains dans le cambouis, et on regarde, on ouvre grand les yeux, parce qu'à un moment, on a fermé nos écoutilles, on a fermé nos yeux. Non, le réveil, c'est aussi s'éveiller, ça veut dire regarder les choses telles qu'elles sont. Regarder ce qui est, regarder la réalité telle qu'elle est, ne pas se voiler la face, ne pas se raconter de belles petites histoires. Pour moi, ça signifie voir le mal là où il est. Ouais. Et je dis juste deux petites choses avant par rapport à la question du mal, qui pour moi revient complètement à l'ordre du jour. C'est une question qui taraude l'humanité depuis la nuit des temps. Et puis, cette question, elle a vraiment ressurgi au début du XXe siècle avec ces deux grandes guerres mondiales. Qu'est-ce que nos ancêtres, qu'est-ce que les générations précédentes, elles ont pu métaboliser, penser l'impensable, l'horreur de ces deux guerres-là. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles ont fait assez, pas assez? Nous-mêmes, qui sommes leurs héritiers, leurs descendants, comment ça se trame, comment ça se trafique encore à l'intérieur de notre inconscient personnel, transgénérationnel, familial. Point d'interrogation. Mais là, nous sommes encore avec ces enjeux-là. Voir le mal là où il est. Et ça nécessite d'éviter deux choses qui sont très tentantes, c'est-à-dire d'éviter de voir le mal partout. Non, le mal n'est pas partout. Il y a même des fleurs qui poussent dans la boue. Donc ne pas voir le mal partout, parce que si on voit le mal partout, on sombre dans le désespoir, dans le nihilisme, dans la haine. Et deuxième chose à éviter, c'est de ne le voir nulle part. De le voir nulle part. Parce que c'est mieux quand on ne voit pas les taches sur la moquette. C'est s'organiser pour se raconter des belles histoires et ne pas voir le mal du tout. Parce qu'on préfère quand c'est joli et que ça sent bon les fleurs et que l'odeur du fumier, c'est moins agréable. Alors on bouche son nez. Non. Voilà, éviter d'emprunter le chemin des fleurs, du power flower, du bisounours, de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et le monde est merveilleux. Non. Il y a des horreurs, il y a du mal, et les voir simplement là où elles sont. Et il y a des fleurs et des choses magnifiques, même chez un tueur en série. Le voir là aussi, le voir partout où il est possible de le voir. Et ça, pour moi, c'est une grande étape qui nous attend. Sortir du manichéisme, sortir du bien, du mal, voilà, tout ça coupé au cordeau serré, c'est comme ça l'expression. Voilà, les petites boîtes bien faites, celui-là il est méchant, celle-là elle est gentille, voilà, ce petit monde bien propre, les haies bien taillées. Non. C'est un chemin beaucoup plus complexe, mais au moins ça nous met au cœur du vivant dans toute sa dimension paradoxale, puissante, interpellante, vivifiante et sollicitante.
Mais bon, tous ceux qui sont ici ont décidé de sortir de leur zone de confort, j'imagine. C'est pour ça qu'on est là, pour aller au-delà. Oui, merci Ève. C'est énorme ce que tu nous proposes, parce que c'est vraiment justement, pas simplement voir les choses sur le plan collectif, mais les voir sur un plan individuel. C'est là l'originalité absolument incroyable de ton travail, dans cette perspective spirituelle. Par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à cette ombre, qu'on a tellement de mal à les rencontrer à l'intérieur de nous-mêmes, précisément, comment tu pourrais nous détailler ou ouvrir les différentes manières, ce ne sont pas forcément des solutions, mais les manières de pouvoir descendre à l'intérieur. Je compare souvent cette descente dans l'eau. Tout au début, on peut y aller en apnée. Après, le tuba, les palmes, c'est pas mal. Après, les bouteilles d'oxygène, c'est quand même un peu mieux. Puis après, il faut un moniteur quand on arrive dans le fond, pour sortir justement de ce fameux manichéisme qui nous conduit au couple bourreau-victime, au-delà du triangle de Karpman, comme on dit. Mais effectivement, est-ce que la notion de bienveillance pour soi, d'estime de soi, comment tu pourrais allier les deux pour permettre de regarder justement, ou d'accueillir, d'accepter cette ombre dont tu parles? Moi, je trouve qu'effectivement, cette crise nous pose à chacun la question de notre relation à l'ombre. En général, l'ombre, elle est perçue comme une personne non grata, pas fréquentable. Et en même temps, je comprends, parce que c'est pas forcément une compagne de vie agréable, l'ombre. Parce que l'image qui me vient, c'est, puisqu'on parle de l'ombre, ça veut dire qu'on parle de ce qui n'est pas conscient, de ce qui n'est pas conscientisé, conscientisable. Et l'image qui me vient, c'est l'inconscient comme un grand réservoir d'eau. L'inconscient collectif, cet inconscient immense, commun à l'humanité dans son entièreté. Dans ce gros réservoir d'eau, flottent en suspension des épaves, des débris, des vieilles armes, des cajots. Voilà. Puis il y a aussi des choses informes. On ne sait pas trop ce que c'est, ni à quoi ça ressemble. Et puis il y a aussi des baleines, des beaux petits poissons de toutes les couleurs, mais il y a aussi des requins. En tout cas, plus on descend, plus il fait noir, et plus on est avec l'inconnu. Le principe d'une crise, c'est-à-dire quand un événement surgit dans notre quotidien, fait éclater tous nos repères habituels, parce que c'est ce qu'on a vécu, le socle stable, le sol stable s'est mis à trembler. Habituellement, dans un monde stable, nos souffrances personnelles, d'une certaine manière, l'extérieur ne vient pas appuyer dessus. On est là, nous-mêmes, avec nos problématiques et nos difficultés personnelles, et on chemine avec ça. Quand on est avec une crise personnelle ou une crise collective, quand surgit de l'extérieur un événement important, cet événement important va venir creuser nos propres failles individuelles. C'est-à-dire que nos failles, qui sont l'expression de nos blessures, on a tous des failles, on a tous des vulnérabilités, elles existent, ces failles. L'événement extérieur va venir élargir la faille, creuser la faille à l'intérieur de nous. Ça signifie qu'on le veuille ou non, par ces failles, va sortir, va remonter à la surface tout ce qui était refoulé à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle le retour du refoulé, même si j'aime pas le mot, je trouve qu'il rétrécit. Mais on va dire que par ces failles, tout ce qui était enfoui dans la pénombre de la conscience, tout d'un coup, va remonter à la surface de l'eau. Et quand ça se passe au niveau collectif... Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau collectif? Dans l'inconscient collectif, quand il y a un événement comme ça qui vient secouer le réservoir d'eau, tous les éléments qui étaient en suspension de même nature vont s'agglomérer, s'aimanter les uns avec les autres. Je ne sais pas si vous avez vu des petits poissons qui nagent chacun de leur côté, puis à un moment, ils forment un banc de poissons, un immense banc qui évolue.
Ben, c'est pareil au niveau de l'inconscient collectif, c'est-à-dire les petites choses comme ça en suspension, qui en l'état ne sont pas forcément inquiétantes. Bon. Tout d'un coup, elles vont s'attracter, s'aimanter et constituer une espèce de forme, une onde de force, qui fait que nos petits inconscients personnels vont être en prise directe avec l'inconscient collectif et les choses vont circuler de l'un à l'autre. Donc, quand il se passe ça, c'est pas la première fois que l'humanité est confrontée à ça, hein, mais quand nous, ça nous concerne personnellement, c'est ce qu'on vit. Quand il se passe ça, ça nous met dans la nécessité absolue d'aller mettre notre nez là-dedans. Parce que notre vie va trembler. Nous allons être extrêmement sollicités. Nous allons péter, d'ailleurs, ça s'est vu pendant le Covid, nous allons péter des câbles, nous allons avoir des réactions disproportionnées, nous allons être impactés, beaucoup plus travaillés, brassés par les forces de l'ombre qu'habituellement. Et moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'en ce moment, il y a un grand travail. Les forces de l'ombre sont agissantes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, ces forces sont au service de l'équilibre et de la vie. Ça veut dire que ces forces-là vont œuvrer à l'intérieur de chacune de nos vies à la réémergence d'un nouvel équilibre. Donc, tout est brassé, tout est secoué pour que dans ce joyeux chaos, un nouvel équilibre puisse jaillir. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que par cette faille sont sorties aussi des énergies dont la vocation est vraiment de détruire. C'est pour ça que je parlais du mal. Il faut aussi en être conscient et le voir. Hein. Donc, je trouve que tous les noyaux psychotiques et tous les noyaux pervers ont explosé. Et on parle beaucoup de perversion narcissique, etc. Et effectivement, il y a des grosses remontées de perversion narcissique. Nous sommes probablement avec un travail collectif de nettoyage des inconscients, nettoyage de l'inconscient collectif, et avec du matériel comme de la perversion, des pulsions sadiques, de la haine envieuse. Voilà, enfin... Bon, je dis pas ça pour nous foutre le moral à zéro, hein, mais je trouve que c'est bien de donner des mots, de nommer les choses, simplement parce qu'une fois qu'on les a nommées, on peut commencer à les manipuler beaucoup plus facilement que quand on est avec des choses informes. Voilà, nous sommes avec la manifestation de ce type d'ombre aussi, dont la vocation, c'est de détruire la vie, et notamment de détruire l'éros. Donc il faut le savoir, il faut le voir. Et je trouve que c'est pour ça que pour moi le Covid a vraiment été un grand révélateur, un amplificateur d'inconscient. Il a amplifié nos inconscients, il les a mis à ciel ouvert. Et un révélateur, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment pu voir ces énergies se mobiliser. Et quand je parle de ces énergies, je parle de nos énergies. Hein. Je veux dire, c'est les énergies, elles ne débarquent pas de la planète de Mars. Hein. Elles émanent d'un collectif. Bien évidemment, on a eu l'exemple qui venait du haut. Hein, mais néanmoins, pourquoi on n'a pas résisté ? Pourquoi on ne s'est pas positionné ? Pourquoi on a tous été emportés par cette lame de fond-là ? Donc, ces énergies-là, pour l'instant, ce qu'elles ont vraiment, je trouve, de manière visible et constatable par chacun de nous, elles ont attaqué le vivant. C'est une entreprise de destruction, hein, du vivant et de l'éros. Et là, l'attaque de l'éros, c'est vraiment une attaque terrible, puisqu'il ne peut pas y avoir de vie sans éros. L'éros, c'est notre faculté d'amour, c'est notre capacité à nous mettre en lien les uns avec les autres. C'est notre capacité dans la bienveillance, d'être, vous savez, avec cette sensation de miel dans le cœur qui fait que, ok, voilà, c'est difficile, mais on est enveloppé par quelque chose d'un amour tellement subtil que ça nous rend fort, mais de cette force-là qui s'enracine dans la douceur et pas dans la haine, et pas dans la colère, et pas dans la vengeance. Donc voilà, on est avec une attaque bien musclée de ce qu'il y a de plus précieux, de plus délicat chez notre humanité, c'est-à-dire l'éros. Et je vais poursuivre en disant là aussi ce qui m'a vraiment,
Je pense que là, je serais remontée sur mon cheval, j'aurais pris mon arme et je serais partie en guerre. Ça m'a... J'ai été... j'ai pas compris pourquoi la société civile ne s'était pas mobilisée pour protéger les enfants et pour protéger les jeunes. Bon... on va laisser des petits points de suspension. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Je pense que c'est important de soulever les voiles et de cheminer avec ça. Hein. Mais attaquer les rosses, hein, c'est vraiment attaquer le germe à l'intérieur de nous. Vraiment le plus délicat, le plus subtil, le plus élevé, le plus spirituel. Ce qui fait qu'une vie dans laquelle il y a de l'éros, c'est une vie dans laquelle il y a de l'ardeur, il y a de la passion. On est capable de soulever des montagnes. On est capable de se dépasser. Donc, c'est ce qui fait que la vie a une saveur. Hein, c'est pas du papier mâché, quoi. C'est pas fade. Donc l'attaque contre les enfants et l'attaque contre la jeunesse, où là pour moi il y a un acte de perversion inouï, puisque qui incarne par excellence l'éros? La jeunesse. C'est elle. Hein. Enfin, toutes les révolutions ont commencé avec les révolutions, les prises de conscience, enfin, voilà, l'élan vers le beau, l'élan vers la justice. C'est ce qui est jeune en nous qui le porte. Hein, et c'est les jeunes qui le portent. Et là, il y a vraiment un acte de perversion terrible parce que la génération qui est censée céder sa place et protéger celle qui arrive a décidé de la punir. C'est ce que j'appelle moi une attaque d'envie, de la punir et de détruire cette vitalité, cet éros. Et puis je rappelle, bon ça, quand même au passage, qu'ils n'étaient absolument pas concernés par cette maladie, ni par les formes graves, ni tout ça. Néanmoins, il y a eu un acharnement contre cette jeunesse. Et c'est ce que j'appelle moi une attaque d'envie, c'est-à-dire qu'il y a un désir inconscient de détruire cette jeunesse. Donc ça aussi, c'est à observer, cheminer avec, et puis essayer pas à pas de voir comment nous pouvons nous dégager de ces forces-là, parce ce n'est pas la folie qui doit gagner. Nous ne devons pas donner la clé aux parties les plus pathologiques de nous. Ce n'est pas elles qui doivent être les maîtres de la maison. Donc nous devons reprendre notre pouvoir, notre puissance, nous installer dans la santé, dans la joie, et continuer à œuvrer au service de la vie. Nous engager du côté de la vie, ça veut dire nous positionner par rapport à les identifier, nous positionner et dire « no pasarán ». On n'ouvre pas la porte à ces forces-là. On ne fait pas « coucou au diable ». On ne l'invite pas à boire le thé à la maison. Non, tu restes dehors. Tu n'es pas invité au banquet de la vie. Alors justement, Ève, c'est vrai que c'est très fort et on est tous percutés, je crois encore, par le rappel de ces attaques terribles. Moi, j'aime bien en médecine parler des deux forces d'anabolisme, la construction, catabolisme, la destruction, et ça donne le métabolisme, c'est-à-dire la synthèse entre ces deux choses-là. Oui, tu parlais de l'attaque de la jeunesse. Moi, je pense aussi aux attaques de toutes ces personnes vulnérables, notamment, tu en as parlé, tu l'as évoqué. Moi, je m'occupe beaucoup des personnes âgées et de voir toutes ces personnes âgées qu'on a laissées tout seules, qu'on n'a pas accompagnées jusque dans les derniers moments de leur vie. Enfin, c'est inouï de violence terrible. Mais maintenant qu'on a redétaillé un petit peu tout ça et que tu nous as brossé les différentes forces qui sont aussi, et encore une fois, à l'intérieur de chacun de nous, qu'est-ce que tu pourrais, pour terminer, nous proposer justement, tu viens de l'aborder là, mais comment on pourrait creuser encore justement toutes ces ressources que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, avec une décision, tu viens d'en parler, il y a des choses qu'on n'invite pas dans nos vies, le travail de l'ancrage est vraiment dans nos pieds, dans notre bassin, sur notre colonne vertébrale, et puis connecté. Est-ce que tu peux nous détailler, et c'est ton livre à la fin le propose, toutes ces solutions qui nous habitent, autant
que les choses délétères sont là. Et il y a véritablement une cohabitation. Comment est-ce qu'on peut les nommer? Est-ce que tu peux précisément nous laisser partir avec plein de propositions qui vont nous permettre d'être extrêmement lucides. Ça me semble absolument indispensable, de ne pas se raconter, comme tu disais, des histoires, et puis en même temps de voir à quel point, parfois de façon très... Ça me fait penser, vous savez, aux petits œufs sur le bord d'éclore, là. Comment effectivement nous sommes habités aussi par... Freud nous a parlé de la pulsion de mort. Je pense qu'ici, tout le monde a entendu parler de ça. Mais moi, à chaque fois que j'entends ça, je dis, oui, d'accord, bien sûr qu'il y a une pulsion de mort. Encore une fois, catabolisme dans nos corps. Et heureusement qu'il y a des cellules qui se détruisent, parce que sinon, on serait complètement difforme. Par contre, moi, ça m'arrangerait bien. Je serais peut-être un peu plus haute, mais bon, voilà. Et donc, en même temps, il y a la pulsion de vie. Et cette pulsion de vie, je pense qu'elle nous habite. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis, voilà, nous mettre dans nos petits paniers avant qu'on puisse repartir avec des choses qui ne soient pas des petits bonbons, mais vraiment des choses puissantes. Tu parlais de la puissance tout à l'heure. C'est une des obsessions de Michel Maffezoli. Comment passer du pouvoir à la puissance? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, au préalable... dans le contexte actuel, je trouve qu'il y a deux questions à se poser au préalable, c'est-à-dire d'abord, comment accepter totalement le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est un monde, on l'a dit, qui est travaillé par des forces de dissolution et de destruction et qui va à sa fin. Et je dis bien accepter. Il me semble que nous battre contre ou entrer en guerre contre lui ne serait pas la bonne option. Je crois que les forces qui sont en jeu sont trop puissantes. On va être engloutis, on va faire naufrage. Donc, voilà. Donc, d'abord, est-ce qu'on arrive, est-ce qu'on peut être en tranquillité avec le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire regarder ce monde tel qu'il est, sans en être affecté? Première question. Deuxième question, c'est comment dans le monde tel qu'il est, je vais néanmoins être qui je suis de la racine des cheveux aux orteils. C'est-à-dire, je ne vais rien concéder à ce monde-là. Je ne vais pas y participer, je ne vais pas l'alimenter. Là où je suis, qui je suis de manière modeste, mais néanmoins puissante, de la racine des cheveux aux orteils, comment je vais incarner cette vérité intérieure que je porte, cette dimension spirituelle, cet amour. Et moi, pour la deuxième question, je suis toujours en cours de questionnement. Comment je fais pour incarner ça totalement? Donc, au minimum, c'est de ne pas participer à ça. C'est de ne pas, c'est de cesser définitivement tous nos petits arrangements avec le diable. Voilà, pour moi, c'est vraiment deux questions. La question de se mettre en tranquillité avec ce qui est, et la deuxième question, c'est d'agir à sa manière, de manière ajustée, pertinente, efficace, mais toujours avec cet enracinement j'ai envie de dire, dans le divin, quoi, dans quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Ouais. Et par rapport... moi, je trouve que ce qui nous rend meilleurs, c'est vraiment ce qui probablement nous a pu à un moment ou à un autre nous dévaster. On ne peut pas éviter le fiel. On ne peut pas éviter la difficulté, on ne peut pas éviter... mais comment je passe du fiel au miel? Alors, est-ce que j'ai des réponses? Ben non. Enfin, j'ai des petites réponses personnelles, mais moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que chacun retrouve sa puissance et chacun emprunte son chemin. Il faut sortir des emprises. Ça veut dire que nous devons grandir, nous autonomiser, marcher sur nos deux pieds chacun, et emprunter notre propre chemin, faire notre propre chemin seul. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul.
Nous sommes nombreux. On est entouré de frères et de sœurs qui empruntent, qui vont dans la même direction que nous. Pas de la même manière. Pas avec... Moi, je sais, j'y vais à cheval, mais bon. On peut y aller en vélo, on peut y aller à pied, on s'en fout. On peut même y aller en étant en désaccord. Mais ce qui est important, c'est qu'on regarde la même direction. Celle du phare, celle du soleil, celle de l'amour, celle qui nous tire voilà, vers ce que c'est profondément un être humain. Cet être humain comme l'arbre là, hein, ce bel arbre de vie qui met ses racines dans le terreau, dans l'humus, et qui propulse son feuillage vers les étoiles. Voilà. Et nous sommes une grande forêt en marche, d'arbres, tous différents et tous très beaux. Et moi, j'ai confiance en ça. Donc, je dirais que la première chose, c'est où j'en suis de mon propre chemin à moi, où j'en suis des emprises dans lesquelles je suis. Qu'en est-il de mes dépendances affectives? Qu'en est-il de mes addictions? Qu'en est-il de mes peurs? Où j'en suis personnellement? Ça, c'est une question à se poser chacun. Et au moins déjà, par rapport à tout ça, de clarifier et de pas à pas faire ce chemin de libération. Les prisons, elles sont à l'intérieur, on le sait. Le monde, il manifeste le chaos intérieur. Donc plus j'œuvrerai à cette mise en ordre intérieure, à cette mise en paix. Et c'est quoi se mettre en ordre? C'est avoir un centre, des centres et un axe. Qu'en est-il de ces centres à l'intérieur de moi? Qu'en est-il de cet axe? Est-ce que je suis quelqu'un qui a une structure psychique, qui a un axe, une colonne vertébrale, un arbre qui la tient debout? Est-ce que, voilà, il n'y a pas 36 000 solutions, il nous faut un centre et un axe et marcher sur nos deux jambes, c'est-à-dire flirter avec le déséquilibre, flirter avec l'inconfort en permanence. C'est tout le chemin de la voie du milieu, c'est voilà, cette danse que l'on fait à l'intérieur de nous entre tout et son contraire. Est-ce qu'on est capable de tenir ensemble à l'intérieur de nous tous nos paradoxes? Une chose et son contraire. Est-ce qu'on est encore dans un grand conflit intérieur qui nous écartèle? Ou est-ce que ça commence à s'apaiser? Est-ce qu'on est toujours sur des montagnes russes? On est au paradis, en enfer, au paradis, en enfer? Ou est-ce que notre bateau commence à être sur une mer formée, mais puissante, mais le bateau tient la route, tient la mer, et le capitaine connaît bien son bateau. Pour moi, c'est ça. C'est toutes ces questions-là avec lesquelles on doit cheminer. Qu'en est-il de ma maturité psychique, affective? Qu'en est-il de mon autonomie? Qu'en est-il de ma capacité à penser par moi-même? Qu'en est-il de ma capacité de lien avec l'autre? Est-ce que je sais être en désaccord et en relation avec l'autre? C'est sûr qu'on est mieux quand on pense tous pareil. Ben non. L'autre n'est pas un autre moi-même, l'autre est un autre, différent. J'ai une amie thérapeute qui me disait une phrase qui est devenue mon mantra, c'est « donner à l'autre sa liberté et son destin ». On dit ce qu'on a à dire et on laisse l'autre emprunter son chemin, faire ses expériences, faire ses erreurs, apprendre à partir de la texture de sa propre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, mais juste être à sa juste place à côté de l'autre, lui rendre son entière liberté. Quel beau cadeau on peut lui faire. Arrêter de vouloir le sauver, arrêter de vouloir le changer, arrêter de vouloir le protéger de lui-même. Ta gueule. Voilà, moi je suis avec toutes ces questions-là et je pense que si on est nombreux à tâtonner, à expérimenter, à prendre ces différents pas de danse, chacun dans notre vie, à un moment, il y aura la musique et on va tous danser et ça sera merveilleux. Et on va passer d'un rythme à l'autre, d'un danseur, d'une danseuse à l'autre. Voilà, et ça se fera dans la joie et la simplicité. Et on est tous capables de ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Merci Ève. Bon, on savait bien qu'évidemment on allait remuer pas mal de choses, bien sûr, en exposant cette profondeur de nos êtres, à la fois dans cette individualité et reliée au collectif. Tu nous donnes finalement cette image de ce que nous sommes, c'est-à-dire
que si nous sommes à la fois humbles, simples, discrets autant que faire se peut, mais ouverts à la toute belle puissance qui nous habite et qui ne demande qu'à jaillir. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment extrêmement important de se souvenir de cela. Peut-être aussi, dans tous tes propos, tu me donnes envie de citer Graf Durkheim, que vous connaissez probablement ici, qui disait « Nous ne pouvons grandir qu'au travers de nos insupportables ». Et les insupportables, c'est la peur, c'est la tristesse, c'est le désespoir. J'ai rajouté la colère en toute modestie, parce que je pensais que vraiment c'était important, puisque la colère nous confronte à notre impuissance, notre croyance dans notre impuissance. Or, si nous faisons justement ce que tu décris magnifiquement, ce travail d'authenticité, en fait, depuis tout à l'heure, tu nous parles d'être authentique. Il me semble qu'effectivement, à ce moment-là, pourra jaillir de nous cette fameuse puissance qui nous habite. Mais encore une fois, en synthèse, on pourrait dire en toute lucidité et en toute bienveillance. En bienveillance à notre endroit, en bienveillance à l'endroit de l'autre, quels que soient les crimes qu'il ait commis. Et si nous arrivons effectivement à cela, je crois que nous sommes invités à proposer et à vivre à l'intérieur de nous, comme tu le décris si bien, plus qu'une métamorphose, une transformation, une révolution, mais qui est véritablement pleine de petites lumières. Il s'agit vraiment de ne pas les perdre de vue. Est-ce que tu veux bien, pour finir, Ève, nous lire en fait ce qui est en avant-propos dans le livre, ce texte de Pierre Daco. Vous allez voir, ça vraiment, je trouve que ça clôt magnifiquement. Moi, je lirai à la fin une phrase de Christiane Singer que j'admire profondément. Le texte de Pierre Daco est tiré d'un livre qui s'appelle « Les voies étonnantes de la nouvelle psychologie, le livre d'un monde en mutation, 1982 ». 1982. Je parle suisse couramment. Ou presque. C'est vaudois, vous d'accord. Ça veut dire que c'est suisse ou c'est pas suisse, traduction? C'est vaudois. Vas-y, ce texte est absolument, vous allez voir, c'est magnifique. Ah oui, quand je suis tombée sur ce texte, ça m'a vraiment empli de joie. Quelqu'un pourrait dire, ainsi tu fais partie de ceux-là qui considèrent que l'humanité se dirige vers une spiritualisation progressive? Mais ne vois-tu pas ce qui se passe dans le monde? Et je pourrais répondre, ce qui a lieu dans le monde est trop pathologique pour qu'il n'y ait pas une santé quelque part. C'est trop haineux pour qu'il n'y ait pas de bonté. C'est trop absurde pour qu'il n'y ait pas de vérité. C'est trop bête pour qu'il n'y ait pas d'intelligence. C'est trop désespéré pour qu'il n'y ait pas une espérance. C'est trop à l'envers pour qu'il n'y ait pas un endroit. Et si cet endroit est aussi positif et puissant que l'envers est négatif et infernal, on peut vraiment espérer en l'avenir. Ah oui, je pense que celui-là, on peut se le répéter. Enfin, moi, il est sur ma table de nuit. Je le lis tous les jours parce qu'effectivement, il y a des moments où il y a encore un peu de désespérance. Donc, nous terminons et puis nous allons comme ça pouvoir passer la parole à ceux qui veulent s'exprimer sur cette phrase de Christiane Singer qui est tellement belle et qui clôt tellement ton travail, Ève. Celui qui a vu son ombre est plus grand que celui qui a vu les anges. Celui qui a touché les abîmes et qui pourtant choisit la vie, met le monde debout. Bonsoir. En tout cas, je résumerai ce partage avec vous en voyage et une sorte d'histoire, un peu une approche humaniste. Et ma question, c'est quel est votre regard purement thérapeutique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, je dirais, avant mars 2020 et maintenant, qu'est-ce que vous remarquez, mais en tant que thérapeute? Ça fait de nombreuses années vraiment que je réfléchis, que je travaille
sur la perversion, ce qu'on appelle le narcissisme destructeur, chez Bion et Mélanie Klein. Et ce qui m'apparaît à moi vraiment aujourd'hui, c'est que nous avons tous à travailler avec l'énergie tueuse qui est à l'intérieur de nous. On ne peut plus faire comme si elle n'existait pas. Là. Après le Covid, elle s'est manifestée. Elle s'est vraiment manifestée au grand jour, sans complexe et sans état d'âme. Je pense que je faisais partie de ces personnes qui me voilaient, même si je suis psychanalyste, même si, qui avaient quand même envie de se voiler un peu la face. Je pense que c'était très douloureux pour moi de prendre la mesure de la perversion qui nous entoure. C'est très très difficile de toute façon de regarder une entreprise de destruction perverse dans laquelle il y a de la jouissance narcissique. C'est très difficile de regarder ça. On voit bien dans les familles maltraitantes, quand il y a du chantage, la brutalité, des mensonges, combien c'est difficile pour l'enfant de se dire « maman ou papa veut me détruire ». Bon, voilà, moi j'étais, je pense, très impactée par ça. Et ce que ça a provoqué en moi, c'est vraiment le désir, la volonté d'observer à l'intérieur de moi de quelle manière cette énergie tueuse qui est en moi, elle se manifeste dans ma vie pour détruire mes parties saines, détruire mes processus de guérison, détruire mon élan spirituel, détruire mes liens d'amour avec les autres. Donc je la traque. Je suis comme un chien de chasse, là. Et je l'observe partout, dans les sous-bois, dans les prairies, dans les champs remplis de pâquerettes. J'essaie de voir à quel moment elle me fait un croche-pied, à quel moment elle veut me... Voilà. Je dirais que c'est ça, pour moi, qui est le plus important. Et j'observe aussi qu'en thérapie, par exemple, quand on accompagne les personnes, c'est justement cette énergie-là, vous savez, c'est la sorcière du conte de fées qu'on n'a pas invitée, celle qu'on a oubliée, parce que c'est dans quel conte qu'on n'invite pas... Il y a une sorcière qu'on n'invite pas, enfin il y a un conte comme ça, où on invite toutes les gentilles petites fées, sauf une, la Belle au bois dormant. Il y en a une qu'on oublie, et donc quand elle revient, elle est dans une rage noire. Et donc, moi, je ne veux pas chasser de ma vie, enfin, comment dire, cette sorcière-là à l'intérieur de moi, je veux l'accueillir avec les autres, parce que je me dis qu'elle fera moins de dégâts que si je ne l'accueille pas, et je veux la voir, je veux savoir qui elle est, je veux pouvoir l'observer, parce que plus je la connaîtrai, moins elle sera agissante à l'intérieur de moi. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'ai envie de dire ça, que pour moi, l'invitation qui nous est faite, c'est que nous allions rencontrer ces énergies-là à l'intérieur de nous, qu'on appelle le narcissisme destructeur, dont la vocation est de détruire l'éros, de détruire le bon, de détruire la guérison. Je la connais, je l'ai vue chez mes patients, je la connais chez moi, et je ne veux pas la laisser agir. Voilà, c'est ce que je dirais, moi. Même si je n'ai pas exactement répondu à ce que vous me demandiez, c'est ce qui m'est venu de partager avec vous. Puisque j'ai le micro dans la main, avant de vous le passer, je vais poser une question. J'entends bien cette invitation à faire face ou accueillir les pulsions destructrices ou négatives à l'intérieur de nous-mêmes, mais en même temps, celles qu'on peut constater, moi, il y a plein de choses que j'ignorais totalement, que je découvre depuis 3 ans. Je veux dire, le degré de noirceur qu'on découvre quand on tire un peu le fil rouge de tous ces événements est tellement abyssal que c'est pas seulement à l'intérieur de soi-même, il y a quelque chose à l'extérieur auquel il faut faire face et trouver les ressources pour faire face à ça, c'est pas du tout évident. Et je sais pas quelles seraient vos suggestions autres que faire face à nos pulsions propres. Et en même temps, il me semble que si on n'ouvre pas la porte ou qu'on ne fait pas un élargissement aussi immense qu'on doit faire du côté de l'obscurité, qu'on ne fait pas le même du côté de la lumière, on est absolument absorbé. Donc c'est vraiment, il me semble, une invitation à
élargir tellement le champ de ce qu'on est capable d'accueillir, ou si pas accueillir, au moins de contempler et auquel il faut faire face, que c'est un défi qui me semble, qui pour moi est nouveau, parce que pourtant j'ai travaillé pour la Croix-Rouge internationale, j'étais dans plein de situations de guerre, mais je veux dire, ce que je découvre aujourd'hui, c'est encore d'une ampleur que j'ai même du mal, même si maintenant j'ai pas de doute, à juste admettre que oui, c'est comme ça que ça fonctionne, oui, ça existe dans le monde. Et quels seraient vos conseils pour être capable de faire cet incroyable élargissement pour faire rentrer une obscurité inimaginable et, espérons-le, une lumière équivalente et aussi inimaginable. Oui, j'aime bien comment vous avez exprimé tout ça. Merci. Parce qu'en fait, vous tenez dans vos deux mains les deux. Hein, vous tentez de tenir à la fois ces forces de l'ombre et en même temps, votre main elle est grande ouverte sur les forces joyeuses de la vie, hein, ouverte sur l'amour. Et il n'est pas question de laisser la folie ou les ombres obscurcir notre vie. Il est hors de question de ça. Elles sont là, elles existent, d'accord. Mais ce qui est important, c'est effectivement d'ouvrir délicatement notre main sur... moi, j'aime bien l'image du miel et qu'on ait des petites abeilles, quoi. Sur ce miel, le miel de l'amour, il est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous. Il y a un endroit où le miel ruisselle à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne trouvons pas beaucoup de petites fleurs à butiner à l'extérieur, mais il y en a encore beaucoup quand même, hein, mais si on a le sentiment que vraiment l'extérieur est trop aride et trop dangereux pour nous, pour moi, l'invitation qui nous est proposée, c'est allons goûter ce miel à l'intérieur de nous. Il est là. Donc c'est une invitation à nous détourner de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur de nous, prendre refuge à l'intérieur de nous, nous installer confortablement auprès du feu à l'intérieur de nous et regarder ce feu vivifiant et chaleureux qui est là pour nous. C'est ça. Si on ressent le besoin de se protéger de l'extérieur parce que c'est trop difficile pour nous l'extérieur en ce moment, eh bien, choisissons de rentrer à l'intérieur de nous, à cet endroit-là vraiment, où c'est la paix, où c'est chaleureux, où c'est généreux et où ça embaume, ça sent bon. Enfin, je pense qu'on est tous en capacité à certains moments de rentrer en contact avec cet endroit de l'intériorité. Mais il me semble que le défi, c'est pas ou, c'est et en même temps. Sinon, je veux dire, sinon on n'est pas dans le juste. Oui, le et, c'est un grand défi, le et. Je suis d'accord avec vous. Quitter le ou pour le et. Oui. C'est intéressant parce que c'est le sujet de la conférence que nous allons faire avec Ève le 17 novembre à Aubonne. Comment sortir de la dualité du manichéisme, comment passer du ou au et. Et effectivement, bravo Liliane, parce qu'effectivement c'est bien ça moi je dirais pas le défi. Je pense que dès qu'on se met des défis, on mobilise en nous des forces qui, à mon avis, sont à l'opposé justement de ce que tu interpelles là, c'est-à-dire cette capacité de bienveillance profonde. Ève en parlait à l'endroit de tout le monde, mais à notre endroit profond. Si nous sommes en bienveillance, si nous pouvons, tous les soirs peut-être, c'est un exercice que nous pouvons faire, tous les soirs nous demander si nous avons su à un moment donné justement avoir assez de tendresse pour nous. Moi j'ai quelque chose que je conseille, je traite aussi beaucoup d'enfants et je leur dis quand dans la journée tu n'as pas pu, le soir, fais-toi un bisou. Hein? Et ça a l'air de rien, mais vous voyez, ça nous ramène encore au corps. Et d'être capable ou de se prendre dans les bras, ou simplement de se faire un petit bisou sur la main, qui est « j'ai du mal à être en amour avec moi-même, parce que je réagis tout le temps, parce que ce que je vois est tellement ignoble, etc. » Mais
derrière justement la réaction, qui est toujours en lien avec une souffrance du passé, si je peux, et ça c'est à cela que Ève nous invite vraiment, c'est-à-dire à ne pas être une seconde en complaisance avec nous-mêmes, mais pas une seconde non plus en condamnation, ni avec nous-mêmes, ni avec les autres. À partir de ce moment-là, on est vraiment au centre. On est dans le lieu de la compassion dont parle Jean-Dominique dans la préface d'Ève. Et à partir de ce lieu-là, nous faisons ce chemin, et c'est un chemin qui n'est jamais terminé. Je vous l'ai dit, je suis accompagnante des mourants. Si vous saviez comment je vois naître dans les dernières secondes, mais le temps n'existe pas, les physiciens nous le rappellent tout le temps. Ce temps qui n'existe pas nous rappelle qu'à un moment, si nous savons être en amour avec nous, alors l'éros ne peut plus être attaqué. Alors, effectivement, nous pouvons rayonner à ce moment-là et partir, comme Hubert Reeves l'a fait il y a 10 jours, devenir une nouvelle étoile. Une de mes amies dit, il est devenu une galaxie, lui, parce que... voilà. Mais je pense que ça, c'est vraiment important. Et bien sûr, Liliane, merci de ton observation, parce qu'effectivement, si nous tenons à dire qu'il faut voir dehors comme dedans tout ce qui se met à l'œuvre, oui, on va dire en termes de noirceur, la brillance, la beauté, la tendresse, justement l'amour nous habite au plus profond de nous-mêmes. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait enseigner mieux à la maternelle. Comment on peut apprendre à s'aimer? Moi, je suis pour la philosophie à la maternelle, mais aussi pour justement, pas les cours de santé sexuelle, pardon pour le petit machin, mais sur effectivement ces cours d'amour pour nous. Voilà, ça je pense que vraiment c'est important, c'est fondamental. Merci. Merci, oui, je me sens de poser une question, parce qu'il y a quelque chose effectivement qui me dérange dans le sens mobile du terme, qui est que nous sommes quelque part dans une pédagogie du diable. Parce qu'il y a deux choses très différentes. Il y a le fait de diaboliser l'autre parce qu'il me frustre ou il me contrarie et donc je lui prête des intentions malveillantes, et ça c'est des processus projectifs qui nous habitent tous. Mais moi je crois qu'une des raisons qui m'a aidé à y voir clair très tôt, c'est que j'ai été sous emprise pendant des années dans un milieu professionnel en ayant accordé ma confiance à quelqu'un à qui j'aurais jamais dû l'accorder, mais parce que je n'arrivais pas à imaginer que des profils comme ça existaient. Et donc je me suis déshumanisé à son contact, exactement comme je vois des gens covidistes être déshumanisés aujourd'hui. Les soignants, ils ne voulaient pas se faire vacciner, c'est normal qu'ils soient suspendus. Mais pour moi, c'est très différent de la jouissance sadique. Et ce qui m'a, à l'époque, empêché de ne pas tomber sous emprise, c'est que je ne pouvais même pas imaginer que des profils comme ça existaient. Et c'est là où je trouve qu'on travaille un peu dans une confusion. C'est-à-dire qu'on est tous des pulsions agressives, oui, mais de cet ordre, non. Dieu merci. Et en ce qui me concerne, j'en fais pas un mérite. Je prends juste un autre thème qui m'a fait réfléchir récemment, qui est celui du viol. Parce qu'on voit des nombres de viols dans la rue. Barbara Stiegler, qui est une philosophe intéressante en France, dit qu'elle s'est fait violer à l'université par un prof qui a fait ça à d'autres gens. Il y a des viols dans les contextes de guerre. Moi, en tant qu'homme, Dieu merci, je ne peux pas imaginer une seconde le plaisir qu'on peut trouver à une chose pareille. Oresco referen, ça me fait frissonner d'envisager qu'un homme puisse avoir envie de faire ça. Donc c'est là où je trouve qu'on est dans une pédagogie qui nous confronte beaucoup. C'est-à-dire comment est-ce qu'on admet tout ce qui en nous est imparfait, bordélique, pulsionnel, agressif, mais sans confondre ça, parce que si on dit oui mais ça nous habite tous, donc finalement on a tous aussi ça. Non, je suis désolé, dans la réalité c'est pas vrai, et je pense que ça obstrue une certaine capacité de vision. Et puis juste avant de te passer la parole, j'aimerais encore te remercier dans le fait de rappeler qu'on n'est pas meilleur que les autres. Ça, pour moi, c'est très important. On n'est pas meilleur que ceux d'en face. On a eu des ancrages de conscience qui, pour un ensemble de raisons, nous ont permis de ne pas être entraînés et de ne pas nous laisser déshumaniser. Mais c'est important de vraiment toujours garder ça à l'esprit. Et moi, je le sais, vu que j'ai été de l'autre côté. Et que c'est ayant été de l'autre côté que j'ai pu ouvrir les yeux sur ce qui m'était arrivé, et aujourd'hui comprendre pourquoi le médecin il réagit comme ça, pourquoi le journaliste il réagit comme ça, etc. Et j'ai peur de voir dans la résistance aujourd'hui quelque chose se développer de très nocif, dans un certain fondamentalisme. C'est-à-dire que nous, on a été meilleurs, nous, on a résisté, nous, on sait mieux que les autres.
Et puis finalement, comme toujours, quand on se fait un petit peu prendre de haut par ceux qui ont le pouvoir, hein, de vouloir être la grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf, mais moi aussi, je suis le meilleur scientifique, j'ai tout compris. Et donc les gens commencent à s'exprimer sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, en prenant toutes sortes de théories, et puis en devenant, le risque aussi qu'on devienne un peu la caricature de nous-mêmes dans ce nouvel investissement narcissique. Donc voilà, c'est beaucoup de questions que je t'adresse, mais parce que ça me travaille à t'entendre et à vous entendre et à entendre tout le monde, et c'est compliqué, mais au fond, comment est-ce qu'on peut penser l'horreur des médecins nazis à Auschwitz, de ceux qui mettent des trucs sur le marché en sachant qu'il y aura des millions de morts, mais que si ça permet de faire des milliards, c'est pas grave, ou qui trouvent du plaisir à violer. Ouais, comment est-ce qu'on fait cas de ça? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une nuance de taille à bien identifier. La différence qu'il y a entre toutes nos pulsions sadiques et puis la dimension de la perversion. Maintenant, on observe quand même, et ça c'est lié à l'évolution de la société, que la perversion augmente. Bon, j'en parle, j'explique dans mon livre pourquoi les noyaux pervers augmentent. Donc, c'est vrai, on va dire que statistiquement, les gens qui ont un noyau pervers, c'est-à-dire qui sont structurés de manière perverse, sont peu nombreux. Mais nous pouvons tous avoir une composante perverse. Donc, voilà. Et puis, ce qui me venait aussi quand je t'entendais, c'est en fait, tu parlais du nazisme, tout ça, c'est que je pense que même cette tentative d'essayer d'approcher, de penser l'impensable, elle a des limites aussi, parce que si on part de l'hypothèse qu'il y a le mal relatif et le mal absolu, comment pouvons-nous penser le mal absolu ? Je suis avec des interrogations, je n'ai pas de réponse. Je sais que certains psychanalystes, certains philosophes ont émis des réponses. Moi, je préfère faire un cheminement comme ça, à mon rythme, avec la question du mal, parce que je trouve que c'est déjà modestement avec ce qui relève de ma responsabilité. C'est-à-dire, je suis responsable de mon inconscient, je suis responsable d'acquérir en tant qu'humain un niveau de maturité psychique, un niveau de conscience, parce que c'est de ça dont le monde a besoin. Donc ça, c'est ma responsabilité, je la prends à cœur et à bras-le-corps. Et puis, après cette grande question que tu posais sur le mal absolu, moi, pour l'instant, ça dépasse mon entendement, et même mon désir d'appréhender l'impréhendable, et je suis démunie devant ça. C'est quoi dire ? Je ne sais pas. Oui, ça va exactement dans le même sens que je voudrais dire, c'est que, par exemple, la pédophilie, je ne pourrais pas du tout reconnaître une pulsion pédophile en moi. C'est juste, je me suis posé la question, parce qu'on est beaucoup confronté à ça maintenant, entre autres. Et je me dis, mais non, d'accord, je suis un échantillon de l'humanité telle qu'elle est, mais ça, par exemple, ou ce que tu disais, le plaisir de violer ou comme ça, donc ce mal absolu, si on peut dire, il vient de où ? Mais c'est quand même une question qui m'interpelle, ça vient de où ? Même si j'ai pas de réponse, et puis mais quand même, c'est une question qui m'interpelle, parce qu'on est confronté à ça aussi. Et l'autre chose, c'est est-ce que le mal, la destruction, est-ce qu'elle est au même niveau ? Est-ce qu'elle est l'opposé de l'amour ? Moi, je dirais non. L'amour existe par lui-même. La destruction, toute la destruction humaine, je ne parle pas là du mal absolu, c'est une fabrication. Je sais pas. On voit bien que la question est complexe et qu'il y a plusieurs niveaux qui s'interpénètrent. Comme le disait tout à l'heure Odile, avec la catalyse et
Catabolisme, anabolisme, hein, voilà, il y a des forces dans la vie, dans la nature, qui œuvrent à la destruction et elles sont nécessaires et elles sont au service du vivant. Et même si c'est pas agréable à vivre, tout ça s'interpénètre et participe du processus de vie en lui-même. Hein, oui. Et ça, c'est un niveau de réalité. Et puis il y a d'autres niveaux de réalité auxquels on n'a pas forcément accès en tant qu'humain. Je pense qu'aussi à un moment, on doit accepter d'être avec l'inexplicable. Est-ce qu'on peut tout comprendre? Est-ce qu'on peut tout expliquer? Je ne pense pas. On peut. Il y a des étages, certains niveaux avec lesquels on peut être. Et voilà, tu dis avec beaucoup de clarté, ça je comprends, ça je sais, ça n'est pas en moi. Et tant mieux, voilà, c'est des niveaux de réalité subjective, intrapsychique, interpersonnelle, peu importe, dans lesquels tu peux naviguer, ça t'est accessible. Mais après, mon Dieu, quoi dire? Oui, mais c'est beau de se poser ces questions. Oui. La question en elle-même porte une énergie. Oui. La réponse, souvent, elle limite. Elle est beaucoup plus limitée que la question en elle-même. Voilà. Oui, je partage tout à fait. Oui, on pourrait peut-être... moi, j'ai envie de te donner cette image, peut-être... et encore une fois, je suis tout à fait OK. D'ailleurs, Jean-Dominique en parle aussi dans la préface. Il reste un mystère du vivant qui nous est donné peut-être dans les dernières secondes de notre vie d'ici, peut-être pas, parce qu'il y a encore des moments où nous ne sommes pas assez matures, justement. Mais peut-être qu'il me vient en t'écoutant que ce mal dont nous parlons, ce mal absolu, que nous ne reconnaissons pas en nous dans certains lieux, c'est en lien avec l'extinction totale de l'énergie du vivant. Et c'est pour ça, je crois, que vraiment, je disais, nous sommes les gardiennes et les gardiens de ce vivant et de la vie. Hein, Jean-Dominique le sait, puisque je lui ai lu à la fin du livre où je raconte comment j'ai défendu ma patiente dans un hôpital où elle était refusée alors qu'elle était soignée depuis 50 ans, et où je dis, je défendrai toujours le vivant et la vie jusqu'au prix de la mienne, en n'ayant nullement le sens ni du sacrifice, ni du martyre, mais celui du service de la vie. Je pense que quand nous perdons ce sens de servir le vivant, ou à l'inverse, quand nous l'avons, eh bien, effectivement, ça peut nous protéger de descentes abyssales dans la jouissance perverse de chosifier quelqu'un. Parce que je pense qu'on ne peut pas violer, on ne peut pas commettre des actes de pédocriminalité si nous n'avons pas éteint le vivant, déjà, en nous. Et c'est un peu à cela que Ève nous invite, c'est-à-dire à nous regarder, encore une fois, sans condamnation aucune, mais sans complaisance, pour voir ce vivant et garder, vous savez, cette flamme à l'intérieur de notre cœur. On dit que la joie, c'est-à-dire celle qu'on appelle agapée, celle qui n'a pas de contraire, c'est cette petite flamme dans nos cœurs, et Ève en parlait tout à l'heure aussi, qui fait que... quelles que soient les circonstances. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu Étile Sum, j'avais 8 ans quand je lisais déjà tous les livres autour de la Shoah parce que je voulais comprendre comment c'était possible, ça. Et effectivement, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des êtres qui se sont éteints les premières secondes, les premiers jours quand ils ont été incarcérés dans ces camps, et d'autres qui ont tenu. Et je me souviens de Jean-Yves Leloup qui un jour, il m'était arrivé quelque chose de terrible, et il m'a pris comme ça dans ses bras, il m'a dit: Odile, tu es comme l'agneau, tu es égorgée, mais tu es debout. Et ça m'a remise debout. Donc vous voyez, voilà, ce vivant en nous, cette vie, cette joie, elle est en nous. Et c'est vrai que c'est parce que nous allons voir les décors, les post-it, moi je suis la reine des post-it, voilà, et je dis toujours, voilà, de temps en temps, je dis, on a des post-it sur nous, il faut les enlever, les regarder, et puis quelquefois, vous savez, on fait ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser, et puis tout d'un coup, alors, il ne s'agit pas de le coller sur quelqu'un, hein, il s'agit de le coller entre nous et notre thérapeute, précisément, qui peut être dans la religion, dans la psy, dans la philo, etc., et qui va nous permettre simplement, voilà, de rester en contact avec ce vivant profond. Je pense que vraiment, ceux qui ne savent pas ce que c'est que la perversion absolue, ont su, ont pu, ont voulu aussi, hein, il y a du vouloir à l'intérieur de ça, mais défendre cette part de vivant, justement, absolu. Est-ce que vous voyez
dans votre cabinet, est-ce que vous voyez des personnes qui, après avoir suivi les consignes, mais qui maintenant commencent à se poser des questions, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui, si ça arrive une deuxième fois, est-ce qu'il y aura une autre réaction? Est-ce qu'on peut compter sur ces personnes? Ce sont des prises de conscience coûteuses pour les personnes qui ont fermé leurs écoutilles et leurs oreilles pour des raisons XY. Ouvrir les yeux, regarder ce qui est coûteux. Donc, est-ce qu'elles sont prêtes à payer le prix de cette conscience-là? Ça, il n'y a qu'elles qui peuvent répondre. Mais moi, il me semble quand même que il y a une énergie qui nous pousse vers la conscience. C'est-à-dire qu'il y a nos comportements individuels, mais il y a aussi une énergie qui nous pousse à la conscience. Et cette énergie-là, elle brasse tout le monde. Elle ne fait pas de différence entre vous, vos enfants, vos petits-enfants. Elle traverse tout le monde, cette énergie qui pousse l'humanité dans son entièreté pour aller vers plus d'humanité, de spiritualité. Donc, moi, je pense que ça fait son ouvrage dans le secret. C'est-à-dire que peut-être on ne saura jamais, mais j'observe autour de moi des façons d'être différentes. Alors, est-ce qu'ils sont nombreux? Je ne sais pas comment savoir. Mais j'ai la foi que cette énergie-là œuvre à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on en ait conscience ou pas. Parce que c'est comme, comment dire, c'est comme le printemps. Quand c'est le printemps, la sève, elle passe partout, même dans des petits arbres réfractaires. On ne leur demande pas vraiment leur avis, le printemps est là. C'est ça que j'ai envie de vous dire, d'avoir confiance dans le printemps. Merci pour votre discours très positif, et puis j'ai beaucoup appris. Vous avez parlé de la destruction de la jeunesse inconscient. Est-ce que c'est vraiment inconscient? L'envie, Mélanie Klein et Bion ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment Bion après les deux premières guerres mondiales. L'envie, c'est une pulsion de captation et de destruction extrêmement sadique, l'envie. Cette pulsion-là, elle est très très difficile à conscientiser à l'intérieur de nous. C'est très très difficile de la voir. Par exemple, l'envie, quand il y a eu l'Inquisition et qu'il y a beaucoup de femmes qu'on a qualifiées de sorcières, qu'on a brûlées, la mécanique qui était active là-dedans, dans ces dénonciations, c'était l'envie. Pareil pour les Juifs, voilà. L'envie, c'est ça. L'envie, c'est tu as quelque chose que je veux, que je n'ai pas, et je suis prêt à te tuer pour t'en déposséder. Donc ça, en général, c'est dans une boîte à double tour, tout au fond. C'est pour ça que mon hypothèse à moi, c'est que cette attaque d'envie contre la jeunesse était, au niveau de la société civile, grandement inconsciente. Après, je pense qu'il faut regarder avec d'autres outils que la psychanalyse des décisions politiques construites émanant de décideurs. Enfin, je distingue deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la société civile, et puis après, qui a été travaillée par des énergies d'envie, parce que personne n'a agi comme un bouclier protecteur vis-à-vis des enfants et des jeunes. Il y en a eu, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, à mon sens. En revanche, des décisions politiques construites, je pense qu'il faut les regarder avec d'autres outils que la psychanalyse. Un grand, grand, grand merci à nos deux intervenantes et à notre introducteur surprise, qu'on remercie d'être là. Voilà.